Après avoir présenté les caractéristiques psychologiques des entrepreneurs, nous allons présenter aujourd'hui une typologie de créateurs en prenant en considération à chaque fois un critère de classement donné. Le premier critère de classement que nous allons considérer, c'est la motivation. Et en retenant comme critère de classement la motivation, nous pouvons distinguer entre deux types de créateurs. Des créateurs conduits par des motivations de type pool ou créateurs d'opportunités. Il s'agit des personnes qui ont planifié dès le départ de devenir entrepreneurs. Ils ont toujours rêvé de devenir entrepreneurs et que ces personnes, ils attendent l'arrivée du bon moment pour se lancer dans la création d'entreprises. Soit qu'ils attendent par exemple l'obtention d'un diplôme, soit qu'ils attendent la survenue de la bonne opportunité pour la saisir et se transformer bien évidemment en entrepreneur par la création d'entreprises. Mais on ne crée pas toujours des entreprises parce qu'on a rêvé de le faire ou bien parce qu'on a planifié de le faire. Parfois, des circonstances, des conditions, des éléments de l'environnement nous poussent à choisir de procéder à la création d'une entreprise. En effet, certaines personnes créent des entreprises par frustration en étant poussées par des événements négatifs, comme par exemple le risque d'être licencié de son entreprise ou bien l'absence de perspectives intéressantes dans l'entreprise dans laquelle la personne travaille. Ces personnes sont donc une menace et l'entrée dans le processus de création n'est qu'une réaction à ce danger prévisible. On voit se multiplier ce type d'entrepreneurs, surtout aujourd'hui avec l'augmentation du taux de chômage et l'absence de possibilités de recrutement. Donc là, il ne faut pas attendre éternellement, il faut chercher à créer une entreprise pour créer à soi-même un emploi, sinon créer pour d'autres de l'emploi. Donc, ce type de créateurs sont des créateurs conduits par des motivations de type push ou bien des créateurs de nécessité. Mais ce n'est pas parce que ces personnes sont entrées dans le domaine de l'entrepreneuriat poussées par des événements négatifs que ces personnes ne vont pas être performantes ou bien qu'elles vont rater les perspectives de croissance ou de développement de leur entreprise. Ou bien rater la possibilité de se présenter ou bien de se montrer aussi ambitieux que ceux qui sont classés comme entrepreneurs d'opportunité. Des entrepreneurs de nécessité se présentent parfois aussi performants, voire même plus performants que ceux qui se sont lancés dans le domaine parce qu'ils ont voulu entrer dans ce domaine, donc plus que les entrepreneurs d'opportunité. Le deuxième classement que nous allons présenter maintenant, c'est le classement qui est fait en fonction de la position par rapport à l'expérience antérieure ou simultanée de création. En effet, dans l'aventure de création d'entreprise, l'entrepreneur peut être à sa première expérience de création. Ce faisant, le créateur d'entreprise s'appelle un créateur d'entreprise novice. Mais si l'individu a déjà créé une autre entreprise avant la création de l'entreprise actuelle, c'est que cet entrepreneur il est considéré comme étant un créateur habituel. Et dans ce cas précis, il y a deux cas de figure. Soit qu'il est en train de créer une entreprise actuellement en ayant déjà débarrassé, en s'étant déjà débarrassé volontairement ou forcé de l'entreprise précédemment créée. Dans ce cas, ces créateurs sont appelés des créateurs en série. Le deuxième, et si lors de la création de l'entreprise en question, l'entrepreneur il a encore le contrôle d'au moins une entreprise, il s'agit là d'un créateur en parallèle et ce type d'entrepreneur qui contrôle à la fois plusieurs entreprises s'appelle les portfolio founders. La troisième typologie que nous allons présenter, elle est faite en fonction des traits cognitifs. En effet, dans ce cadre-là, nous allons nous intéresser au mode de raisonnement et de traitement d'informations utilisés par les décideurs et nous allons prendre comme décideurs les créateurs d'entreprises. En fait, on constate que, afin de faire face à un environnement trop complexe avec des capacités intellectuelles limitées, et face
face à des situations vécues par les créateurs qui sont caractérisées par le stress, l'urgence, l'insuffisance d'informations et la solitude, ces décideurs font recours à des raccourcis commodes appelés heuristiques ou bien appelés biais cognitifs. En considérant donc les heuristiques ou bien les biais cognitifs, nous constatons l'existence de deux types d'entrepreneurs ou bien de créateurs. Des créateurs qui recourent à des heuristiques de disponibilité. Nous allons expliquer ça en utilisant un exemple. Lorsqu'on demande à un porteur de projet dans le secteur de restauration quelles sont ses chances de survie dans l'activité, face à l'absence d'une réponse exacte et à la non-disponibilité de toutes les informations requises pour avoir une idée claire de la situation, le décideur, il va donner une estimation affectée par l'observation d'un restaurant voisin qui a réussi ou bien qui a fermé. Ce créateur, donc, il va se référer à une activité qui ressemble à son activité dans un endroit qui est voisin par rapport à l'endroit où il compte s'implanter. Il s'agit là d'une heuristique de disponibilité. Le deuxième type de créateurs, ce sont les créateurs qui recourent à des heuristiques de représentativité. Et nous allons également illustrer ça sous forme d'un exemple. Il s'agit là de demander aux porteurs de projets de restauration la même question, quelles sont vos chances de survie dans l'activité? Là, au lieu de se référer à la même activité dans un endroit voisin, il va se référer à un restaurant ou bien une catégorie de restaurants plus générale dont il a pu lire récemment le taux de réussite. Donc là, il va utiliser un exemple plus général sans se limiter ni au type d'activité qu'il va exercer, ni à l'endroit où il va implanter son entreprise. Il s'agit là d'une heuristique de représentativité. La dernière typologie que je vais présenter, c'est un classement des créateurs d'entreprise selon la configuration du couple créateur-projet au regard de changement. En fait, là, on va se demander sur l'effet de la création, sur le créateur du projet et sur l'environnement du projet. En fait, toutes les créations n'ont pas le même effet sur les individus et sur l'environnement. Il y a des créations qui affectent l'individu sans affecter l'environnement, et il y a des créations qui affectent l'environnement sans affecter l'individu, et il y a des créations qui affectent les deux, comme il y a des créations qui n'affectent aucune des parties. Donc, en prenant en considération le changement vécu par l'individu et par l'environnement, nous aurons cette grille là où l'environnement du projet, soit qui va être peu affecté par le changement ou bien trop affecté par le changement, et là où le créateur du projet va être peu affecté par le changement ou bien trop affecté par le changement. Prenons le premier cas où le changement affecte peu l'environnement du projet et peu le créateur du projet. Et donc là, le changement est peu dans chacune des deux dimensions, et je vais l'illustrer également sous forme d'un exemple. Il s'agit là d'un employé d'une boulangerie-pâtisserie qui crée son affaire non loin de l'endroit où il travaillait auparavant. Donc la création d'entreprise, qu'est-ce qu'elle va changer dans la vie de cet créateur? Sauf le fait qu'il a été un salarié, maintenant il va devenir un propriétaire. Mais il aura les mêmes activités, les mêmes habitudes, il se comportera de la même façon, il traitera avec les mêmes personnes. Ce type de création, donc dans ce type de création, qu'est-ce qu'il va faire ce créateur? Il va reproduire ce qu'il faisait chez son employeur dans un endroit qui est le sien, dans son projet. Il s'agit donc d'une création de reproduction, comme ça illustre cette grille ou bien cette matrice. Le deuxième cas de création, c'est le cas où, bien sûr, dans le premier cas, l'ouverture d'une boulangerie-pâtisserie ne va pas affecter l'environnement, elle ne va pas changer, bouleverser l'environnement, changer les habitudes, changer les façons de travailler, la concurrence. Dans le deuxième cas, où le changement, il affecte peu l'environnement et il affecte trop le créateur d'entreprise. Donc là, le changement affecte le seul porteur de projet et peu l'environnement du projet.
Il s'agit par exemple d'un employé de banque qui, lassé de son environnement routinier de travail, décide d'ouvrir un restaurant lui-même peu différent de ceux de la place. Donc, ce monsieur qui était un banquier, qui avait l'habitude de se réveiller et tout, de se vêtir d'une façon particulière, il avait des horaires de travail particuliers, il avait des tâches particulières à faire, il se comporte avec des personnes d'une manière particulière. Maintenant, en se transformant d'un banquier à un responsable ou bien d'un propriétaire de restaurant, les horaires de travail vont changer, son comportement va changer, son mode vestimentaire va changer. Donc là, il y aura un changement radical dans sa vie, lui, en tant que porteur de projet. Mais pour ce qui est de l'environnement, le changement, il est peu parce que un restaurant de plus ne va pas vraiment changer l'environnement. Donc, que va faire cette personne? Il ne va pas reproduire ce qu'il faisait auparavant dans son entreprise, mais plutôt il va faire comme faisaient les autres. Il s'agit donc là d'une création d'imitation. Le troisième cas de figure, nous allons prendre le cas où le changement il va affecter en grande partie l'environnement sans que pour autant le créateur de projet ne soit affecté. Donc le créateur est lui-même familier. Il s'agit de la création d'innovation, valorisation, parce que c'est le cas où le créateur est lui-même familier de la technologie de la filière où va s'insérer son projet. Par exemple, un ingénieur désirant valoriser pour son propre compte un nouveau procédé qu'il a mis au point chez son employeur. Donc là, quelqu'un qui travaille durant des années sur un projet, le projet pour lui, bien que le projet soit innovant pour l'environnement, mais pour l'ingénieur, il le connaît, il y travaille depuis des années. Donc, après avoir défini ou bien après avoir fini son innovation, il a décidé d'en profiter dans le cadre d'une entreprise qu'il va créer. Cette entreprise, en étant créée, elle va bouleverser l'environnement, elle va changer radicalement l'environnement, mais sans qu'elle ne bouleverse ou bien change la vie de l'ingénieur, puisqu'il est déjà familier de la technologie, de la filière dans laquelle il va s'insérer. Et le dernier cas de figure, c'est le cas où le changement il va affecter et l'environnement et le créateur de projet. Il s'agit d'une création d'innovation aventure. Dans ce cas, le créateur n'est pas familier de la technologie de la filière où se cumulent les incertitudes liées à la nécessité d'un apprentissage en temps réel chez le créateur et au risque de la non-adoption de l'innovation contenue dans le projet par son environnement.